Bonsoir à tous, bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Sans plus tarder, on va évidemment passer dans le salon avec les membres du comité et Wanso qui est là également pour parler en tant que joueur. Bonjour, bonjour à tous et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux pour cette annonce. Hop! Bonsoir. Et bonsoir Wansook. Bonsoir, ça fait longtemps? Eh ben oui, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu. Hop, En tout cas, au stream officiel de la balance, de la c'est vrai. balance, je veux dire. De la bonne balance, c'est ça que tu voulu dire? La C'est bonne les balance, réflexes qui exactement. remontent. Bonsoir également Crimlune qui est là et bonsoir Thomas Méchin. C'est ça hein, que je te dis, sinon je te dis Thomas. Hello, ouais, c'est tout à fait ça. Bonsoir à toi, bienvenue. Merci. Et félicitations quand même, puisque tu es le tout dernier membre à être rentré. Si on nommait évidemment Moondos qui connaissait un peu déjà la maison. Ouais, tout à fait. Il me semble qu'il y a peut-être un étranger qui est rentré après moi, je me souviens plus exactement, mais sinon c'est ça, ouais. Est-ce que tu veux donner tes impressions? Bah, Comment tu ça t'en change vois? pas grand-chose à ma petite vie, mais pour autant, j'y joue assez régulièrement finalement, moi, au Duel Commander. C'est le format que je joue le plus en papier, notamment parce que c'est le plus populaire dans ma ville. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir un feedback des joueurs locaux et pas locaux d'ailleurs, de pouvoir prendre part aux décisions qui sont prises, parce que c'est un format que j'aime bien les formats Eternal. Et j'étais pas d'accord avec tout ce qui se passait dans le comité, donc j'avais aussi envie d'y rentrer pour mettre un petit peu mon grain de sel et essayer de faire bouger les choses dans le bon sens. Ok. Eh ben écoute, on espère que ça va réussir. Est-ce que déjà tu as réussi à. Qu'est-ce que tu as. Alors, je sais pas. Est-ce qu'on a le droit d'annoncer ce que les gens disent? Genre, là, tu vois, genre pour fin mars, tu voulais des choses ou tu voulais rien, tu vois? Est-ce que tu as le droit de le dire? Moi, je voulais des choses en particulier. Je pense que je pourrais en parler plus tard dans l'émission. Il y a des cartes dans le format qui me posent problème, mais c'est pas spécialement des cartes récentes. Et c'est plutôt des choses qui font pas forcément l'unanimité. Donc j'entends de pas forcément avoir raison sur ces points-là, mais pour autant, c'est des discussions qu'on a assez régulièrement et qu'on surveille. Pense par exemple, pour n'en citer qu'une. Très bien. Ouais, ouais, ouais. Tu prévois déjà des choses. Tu arrives déjà avec quelque chose, quoi. C'est Euh, ça. le lien évidemment, toutes les adresses du comité données par Doc à l'instant, mais vous avez également le Discord si vous voulez rejoindre et le site web hein, pour toutes les précisions en plus. Kremlin, je crois déjà qu'on a déjà eu les annonces et je crois que c'est un no change Absolument. sur l'ensemble. Un petit retour là-dessus. Bon, le change est assez, il s'explique assez bien tout seul, hein. Je pense que là, on a eu une des périodes les plus calmes et les plus stables, je pense, presque de l'histoire du format. On a des tiers, pour une fois, c'est chose très rare, on a quelques tiers 1 vraiment bien identifiés, dans des archétypes bien délimités. Donc, je pense qu'on le ce notre change, enfin, on en est assez content, en fait, pour le dire clairement. On en est assez content parce que ça veut dire que là, il y a pas exactement d'urgence. On est sur des bons decks, qui sont très skill rewarding, qui sont au top du format. On est sur, un quelque chose qui commence à ressembler à un metagame, en fait. Donc, pour faire court, ouais, le no change, on est assez content de on était assez content de pouvoir faire ce no change, pour le dire Euh, clair. Là, tu dis qu'il y a un metagame qui, du coup, qui pencherait plus au. Tu dis, parce qu'à chaque fois, vous recherchiez à chaque fois essayer d'avoir à peu près tous les types de decks qui pouvaient se. Alors, je dis les Oui, types, mais c'est ah plutôt aggro, contrôle et combo hein, oui, c'est ça, c'est les trois que un branches. des objectifs revendiqués et identifiés, ça a toujours été d'avoir une, maximum de diversité dans les archétypes et enfin, comment dire? En termes de, en termes d'objectifs vraiment strictement sur la structure du metagame, nos objectifs, c'est diversité et en limitant la polarisation. C'est-à-dire que c'est pas exactement la même chose et ça va bien ensemble. C'est, avoir des tu vois, le fait d'avoir des top tiers qui vont pas avoir des match-up écrasants contre d'autres trucs, qui vont être, assez faciles à metagamer contre, tout en étant stables, c'est plutôt quelque chose auquel on aspire. Actuellement, ce qui se dégage un petit peu, on en parlera j'imagine plus tard, on a un bon duo au sommet entre Red Deck Wins et Blue White Control. Et bon là c'est mon opinion qui parle, mais globalement quand un format a comme, top tier Red Dead Queen contre Blue White Control, c'est que le format se porte assez bien. C'est que c'est des decks qui sont des decks fair, qui sont skill rewarding, qui représentent vraiment 2 archétypes classiques dans le jeu et qui en plus, le plus important peut-être, c'est tout à fait possible de jouer un deck qui ait un match-up correct contre les 2 sans avoir à faire des concessions de deck building qui sont monstrueuses. Donc ça veut dire que c'est à la fois un top tier qui est assez stable, qui est assez intéressant
mais aussi qui laisse de la part en termes d'innovation et en termes de deck building, parce que c'est toujours possible d'avoir un rock deck qui va pas se faire écraser par l'un ou l'autre. Voilà, en gros, pour résumer un petit peu ma position, là, à titre personnel, sur l'état du metagame actuel. Il y a Thomas, beaucoup à dire sur ce que tu as dit. Ouais. Je sais pas si tu veux Euh, j'en alors, parle tu maintenant veux, ou tu- on tu veux que laisse je Thomas complète et parler. qu'ensuite, Wanso, que tu rebondisses sur ce qu'on a dit tous les deux? Carrément, ouais, vas-y. vas-y, juste sur, ouais, voilà, sur cette annonce, Thomas, auquel tu as un peu Ouais, moi participé. j'étais. Alors, pour ce qui est des changements récents et des cartes qui sont apparues, moi j'étais assez d'accord avec le no change. D'ailleurs, j'étais un des fervents défenseurs de pas de ban de Shurikai, qui en général qui a fait couler beaucoup d'encre. Ouais, Parce que bah, en France, les gens aiment bien jouer contrôle et les gens qui ne jouent pas contrôle aiment pas trop jouer contre en général. c'est vrai, Donc ouais. forcément, le général était un peu target. Moi, je faisais partie de ceux qui le jouaient beaucoup et qui pensaient que c'était pas si fort que ça parce que ça a beaucoup de match-up pas évidents dans les autres terrains. Et d'ailleurs, les résultats s'en D'accord. ressentaient, hein. C'est le deck le plus joué du format et ça en a rarement plus d'un ou deux en top 8 et souvent plutôt des gens qui jouent bien. Je suis d'accord. Le général qui me semble être un poil plus à surveiller, c'est Grist, qui a des très bons résultats, mais c'est souvent le même joueur aussi, en l'occurrence, qui a des résultats avec le deck, donc attention. Et je pense aussi que ce qui fait que le format s'homogénise, c'est au-delà du travail qui était plutôt conséquent du comité ces dernières années, c'est aussi que le format, il y a plus de joueurs compétitifs ou très compétitifs qui s'y intéressent. Notamment, on a des Parisiens pour du podcaster mage qui viennent en groupe et qui sont plutôt des joueurs habitués à jouer dans d'autres formats avec des sideboards et donc qui vont jouer plutôt des tyrans du metagame et pas forcément des petits généraux qui montent de leur côté. Donc en fait, bah forcément, quand on commence à uniformiser les listes, à avoir des listes meilleures qui se dégagent, des gens qui sont meilleurs, qui vont jouer des meilleures listes, ça contribue à donner un metagame qui est plutôt sain, ouais. J'ajouterais à ça que la nature du commandeur, vu on reste quand même en duel commander, un format très enfin, soutenu par la communauté, on voit bien, même sur les tournois à l'étranger, que des listes qui peuvent performer en France sont facilement reprises à l'étranger. Donc en fait, on peut vraiment avoir des groupes de deck builders qui peuvent avoir une vraie influence à l'échelle du format, y compris sur des milliers de joueurs à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui est assez propre et qui est assez intéressant, quoi. Enfin, pour compléter ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Ok. Ok. Wanso, vas-y, Donc, je te laisse parler. Je vais lancer du un coup, petit pour sondage pour le rebondir, chat. Attends. Je vais ouais, juste vas-y, lancer vas-y. un petit sondage pour le chat, comme ça le chat peut répondre sur si il trouve que le no change est bien ou s'il préférait ban ou unban ou les deux. Voilà, je te laisse en attendant, vous avez 10 minutes. Tu peux y aller. Du coup, je suis plutôt d'accord sur certains points et pas d'accord sur d'autres, donc je vais les détailler. Dans un premier temps, je pense aussi qu'il y a un top tier qui se dégage assez fortement, euh, donc, à savoir Glist et Shurikai. Je reparlerai de Karizev après. Glist en soi, c'est un deck assez complet et assez fort. Euh, il a une petite, il a quelque chose qui le rend un peu bizarre pour le format, c'est-à-dire qu'il a un anti-bet en command zone et du coup ça peut restreindre certaines archétypes qui comptent trop sur leur général. Donc ça, est-ce que c'est un problème ou pas? Je sais pas. J'ai pas trop réfléchi à cette question-là, mais en tout cas c'est un fait. Et sinon, il est assez complet, mis à part certaines cartes qui le rendent très unfair. Mais dans l'ensemble, je serais plutôt pour le garder et éventuellement viser plutôt ces cartes-là qui le rendent unfair. On aura l'occasion d'en discuter après. Et Shurikai, voilà, c'est un deck contrôle qui est très pertinent et qui est assez fort et assez complet. En l'état, je pense qu'il est assez cool pour le format. Et voilà, indirectement, ces deux decks-là poussent le format enfin, ils sont l'avant de la locomotive et du coup, il faut vraiment les rattraper si tu veux faire quelque chose dans le format. Je suis aussi Je d'accord sur le suis. fait que dans le même temps, il y a beaucoup de rock decks qui sont possibles et ça, j'aime bien. Néanmoins, il faut vraiment se casser la tête pour en trouver et c'est beaucoup plus difficile que quelques semaines, mois, années. Euh, c'est probable que ça soit du coup une bonne chose pour le format. Euh, mais voilà, je pense que c'est mon constat. Tu voulais dire quelque chose, Thomas, par rapport à ça? Oui, j'étais assez d'accord avec ce que tu disais avec Grist. Moi, ce qui fait que, à mon sens, le général est à surveiller, c'est qu'en fait, Grist, actuellement, je pense que Green Black, c'est les deux combinaisons de couleurs qui ont les cartes avec le power level le plus fort. Et en Mhm. fait, ce qui fait qu'on perd des parties souvent contre Grist, c'est T2 général dans T3 une carte très fort, comme Buried Alive, Survie du plus apte, Ouais. Earthcraft, Skullclamp,
contamination. Et en fait, c'est assez difficile de tourner autour de tous les power plays du deck Bon, ça sans va. jouer des contres. Ou l'autre solution de battre en fait assez bien Grist, c'est soit de lui contrer son général ou de détruire avant qu'il commence à faire des choses parce que la plupart de ses cartes sont synergiques avec, ou bien de lui opposer des menaces plus fortes. Typiquement, les deux mauvais match-ups de Grist, c'est les decks ramp et les decks contrôle. Et ouais, les decks combos de manière générale, tant que c'est pas basé sur une créature comme Gitrog par exemple, ça l'empale un peu, j'ai l'impression. Après, il a toujours de la discard pour retarder ça, donc il peut quand même se battre. Donc, moi en soi, en l'état, j'ai pas de problème avec Grist. Le seul problème que j'ai, entre guillemets, c'est qu'il pousse vraiment le format vers le haut et il abandonne du coup plein de decks tier 2 qui sont maintenant trop obsolètes. Mais j'ai l'impression que c'est ça tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il y a un nouveau format qui se dessine et qui du coup met sur le palier plein de decks qu'on aimait jouer avant. Donc c'est un peu une réalité un peu triste, mais bon voilà, il faut aller de l'avant aussi. Donc je poursuis ce chemin-là en tout cas. Mais en tout cas, ouais, si j'avais un problème avec lui, ça serait plutôt au niveau de certaines cartes que tu as citées. Ouais. Pour revenir à ce que tu disais, pour moi, c'est plutôt une Ouais. bonne chose, justement. Ça veut dire que le format devient compétitif, en fait. Et c'était un peu, à mon sens, une aberration qui est 45 decks qui fonctionnent en Duel Commander. Et en Mhm. fait, il y a toujours des archétypes qui étaient beaucoup plus forts que les autres. Et qu'il y ait 5 decks en Duel Commander, je pense que des compétitifs, il y en a facilement une quinzaine que je pourrais citer. Et c'est Mm. déjà énorme, hein. Je pense que c'est même pas la même chose en Legacy, qui est un format avec un pool de cartes encore plus large. Complètement d'accord. Ouais. Et pour moi, c'est plutôt une bonne chose en fait. Et c'est ce qui va attirer des joueurs de l'idée de pouvoir vraiment métagamer. Donc ce métagame, il va pas se faire vers un sideboard, mais via une command zone. Et le format en fait se professionnalise, si je puis me permettre, parce qu'il y a de moins en moins de decks. Et aussi le power level des cartes Magic, il augmente énormément depuis Avacyn Restore en fait. Et ça, il faut l'accepter. Et c'est aussi un des points avec lesquels je suis pas toujours d'accord avec la communauté, c'est qu'on doit accepter que les cartes sont de plus en plus fortes. Et en fait, si on banne des cartes à chaque fois qu'on les trouve un peu trop fortes, pour essayer de faire fonctionner les anciennes, bah, ça nous contraint à faire des bans tout le temps. Alors que là, je pense qu'il faut plutôt prendre la direction que prend Wizard, mais c'est laisser les cartes fortes dans le format et elles vont être régulées par les autres cartes fortes qui vont arriver. Ouais, après, ça crée un souci de variance. Typiquement, les week-ends où je joue, j'entends à chaque fois que ce soit moi dans mes games ou dans les games que je vois, des games qui sont gagnés de nulle part ou alors qui sont totalement inversés par une carte en particulier. Et malgré tout, ça peut créer un sentiment de frustration parce que la variance fait que voilà, cette partie tu as cette carte-là, l'autre partie tu l'auras pas. Et le fait que tu l'aies ou pas, ça change totalement la game. Et c'est pas forcément sur des scénarios que l'on peut anticiper en tout cas. Donc ce power level qui augmente, il est bien, il a tendance à se réguler effectivement tout seul comme tu dis, mais en tout cas, il peut aussi créer des frustrations de notre côté. Ouais, je veux pas monopoliser la parole, hein, mais j'ai plus le sentiment que ça, c'est des... Ce que tu dis, en fait, c'est vrai pour des cartes qui sont plutôt très anciennes, des cartes de la réserve lisse. Mm. Ou des cartes antérieures à 2003, tu vois, je pense à plutôt des cartes comme Earthcraft, Survie, Skullclamp, Ouais, bien Balance, même sûr. si c'est pas toujours bien, Cataclysm, et plutôt des très très vieilles cartes. Et les cartes en fait du Magic d'aujourd'hui, elles font beaucoup de synergie, elles font beaucoup de cartes d'advantage, mais sinon c'est plutôt des cartes qui sont très designées vers des parties très mid-range, et c'est des parties où tu interagis énormément et où tu peux aussi prendre l'avantage parce que tu veux mieux que l'autre. Donc des top decks, il y en aura toujours. De par la structure du format, il y en aura plus qu'ailleurs. Mais j'ai plutôt le sentiment que c'est les vieilles cartes en fait qui conduisent à des ah putain, il a pêché une carte, j'ai perdu la partie alors que j'étais archi devant Ouais. quoi. Ouais, Ok. je suis assez d'accord. Alors Et pour pour compléter ce que je information, disais, ouais. je veux juste dire, pour information au niveau du sondage, on a eu une grosse majorité, 70% de gens qui trouvent que le no change est bien, 22% qui trouvent qu'ils voudraient des unban, donc peut-être les partenaires qui ont été encore mis encore sur le carreau pour l'instant, et 7% qui voulaient des bans et des unbans. Bon, vu qu'il y a personne qui veut que des bans, ça mérite réflexion peut-être, mais voilà. En tout cas, la communauté est pour l'instant très contente dans le chat. Je voulais continuer sur ce que je disais, mais je vais rebondir sur une remarque de lui, Imperia. Je critique pas le fait que ouais, toute la partie se joue sur un top deck. Je critique juste le fait que en laissant des cartes fortes,
autant moins se réguler d'elle-même et le niveau du joueur va rentrer en compte. Néanmoins, il y aura toujours cette part qui fait que voilà, telle carte aura pu avoir un impact un peu plus fort que certaines autres dans la partie. C'est comme ça que je vois la chose. Est-ce que je critique fortement là, c'est pas forcément mon ressenti. Mais voilà, je voulais quand même que ce constat soit fait. Par rapport au rock deck dont tu parlais, moi je suis un joueur typiquement qui préfère jouer un rock deck que le deck méta et essayer de battre le deck méta. Et c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que c'est très compliqué d'en trouver un. Mais c'est pas inaccessible, donc c'est quand même. En fait, on est entre le. C'est la difficulté qui est intéressante, mais en même temps, je sens que c'est pas trop non plus impossible, donc ça reste excitant malgré tout. Et ça, je dirais que c'est ok pour l'instant, à voir si ça évolue dans la facilité ou dans la difficulté. Et dans ce cas-là, ce sera à vous éventuellement de prendre des décisions ou pas. Voilà, c'était mon ressenti de joueur rogue un peu. Je sais pas ce que vous pensez à ce niveau-là. Quel est votre ressenti à vous? Moi, j'ai déjà dit, hein, je pense que les rock decks, ils sont toujours accessibles, mais qu'après, il y a un travail Mm. de build qui est. Les decks évidents, c'est un peu tautologique, hein, ce que je veux dire, mais les decks évidents, ils ont été trouvés. Euh, Après, il y a toujours des trucs à travailler, quoi. Je pense que. Et puis là, c'est pareil, c'est un peu un leitmotiv. Si Mars était là, il dirait probablement ça, c'est que il y a aussi des vieilles listes à retravailler, il y a aussi pas mal de decks qui n'ont jamais été vraiment poussés au bout. Donc il y a rock deck et rock deck, quoi. Ça peut être soit des vieux decks qu'on peut remettre à jour, ça peut être aussi comment, effectivement des decks avec la vitesse des sorties qu'on a actuellement. Il y a des légendaires qui sortent toutes les 30 secondes. euh, c'est assez grand. Il y a forcément du potentiel quelque part qu'on a pu louper, quoi. Donc je Ok. pense que on a encore un peu de marge de manœuvre en termes de build. Je suis assez certain Moi, de ça. mon, Ouais. mon opinion sur la question, c'est pour répondre à ce que tu dis, OneSock, c'est que, bah, en fait, moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, si tu veux. Si tu veux que le format il progresse et qu'il y ait de plus en plus de joueurs, Ouais. plus de tournois, et qui se professionnalisent dans un sens, bah, en fait, les rock decks, ils doivent je ne dis pas qu'ils doivent disparaître, mais ils vont disparaître. Parce que donc ça, je pense que c'est un écueil qu'on a souvent à Magic, notamment quand on débute ou qu'on est moins habitué dans les formats de Grand Prix où il y a des Pro Tours. C'est qu'en fait, bah, les tier 1, il faut les jouer parce qu'ils sont meilleurs que les autres decks, tout simplement. Et en fait, quand tu vas jouer un rock deck, bah, tu as peut-être un bon match-up contre un tier 1, sauf que contre ton tier 1, il a un bon match-up contre quasiment tous les autres decks. Du coup, bah, mais mathématiquement, tu vas pas souvent gagner un tournoi en jouant un rock deck. Et c'est souvent une erreur de vouloir jouer le rock deck, en tout cas quand on a une visée compétitive et que notre but c'est de gagner des tournois. Et ça pour moi ça va plutôt dans le bon sens. Après le Duel Commander, je pense que c'est un format qui a énormément d'effets de mode et qu'on a des très bons joueurs d'un côté qui ont tendance justement à appliquer le raisonnement que je viens d'énoncer. Donc ils jouent les bons decks, donc les bons joueurs qui jouent les bons decks, bah, ça gagne les tournois. Et les gens qui jouent moins bien ou qui veulent jouer leur deck, bah forcément ils les gagnent moins. Et du coup on se dit, ah bah oui, il y a Florian Trott qui a joué ça, il a gagné le tournoi, forcément c'est trop fort, alors que pas nécessairement. Et pour autant, il y a des archétypes qui me semblent vraiment peu explorés et Ouais. qui me semblent être des choix très compétitifs. Je pense à Léovold, c'est un jeu qui est sûrement très bien contre Shurikai, très bien contre Gitrog, très bien contre Cities qui sont 3 tiers 1. Le jeu il a toutes les armes possibles pour se battre contre Mono Red avec son power Ouais. level de couleur. Le jeu il est pas du tout joué alors que en général c'est sûr qu'il est très bien, ça a été prouvé dans les autres formats. Donc, je pense qu'il y a un potentiel, pas d'innovation forcément, on va peut-être pas trouver des, Justement, des si, choses. justement, je dirais jusqu'à dire que c'est de l'innovation parce que Léovold, c'est une carte qui est puissante en soi, mais qui a vraiment une sale gueule de command zone, qui est structurellement qui marche pas bien comme command zone. Ça veut pas dire que le deck peut pas être bien, mais tu peux pas te contenter de faire un build vraiment évident à base de je joue un gros contrôle crado, c'est pas check pile quoi, comme en Legacy. Cet archétype-là, il marche pas super bien avec Léovold en command zone. Ça veut pas dire que le deck n'est pas faisable, mais je pense qu'il y a un travail de deck building qui est complexe à faire dessus, et qu'effectivement, tu peux pas te contenter d'empiler les bonnes cartes, comme pas mal de gens ont essayé de le faire avec Léovold, ou de jouer des combos un peu médiocres pour essayer de synergiser avec sa capacité. Je pense que Léovold, ouais, c'est typiquement un deck, c'est à peu près certain, je te rejoins qu'il y a un potentiel, mais le build n'est pas si évident en fait, et il faut le Ouais, bah, trouver. j'avais l'impression que les builds que je voyais étaient pas très pertinents pour parler sérieusement. Soit d'un côté, on avait, comme tu disais, Exactement. des jeux qui jouaient à Léovold, des 14 000 cartes, des Anvil of Bogardan-like, des Time Twister-like à 6 mana pour Ouais, essayer de faire complètement, hein. fonctionner le général, et c'est complètement win-more, parce que le général se suffit dans la plupart des parties. Tous les jeux en Duel Commander sont très interactifs. Même un jeu Complètement, hein. comme Gitrog qui a peu d'interaction, il joue des removals. Et qu'en fait, le bon build du deck, c'était comme Subtai en Legacy.
on joue 10 ou 12 bêtes, des contres, des removals, un peu de pioche, un ou deux effets qui Ouais. fonctionnent bien avec le général, une mana base solide à 40 de land. Et là, moi j'avais essayé le deck, et c'était très satisfaisant dans les parties que j'avais faites, ouais. Je pense que la difficulté avec les Ovold, quand tu analyses vraiment juste la carte elle-même, en fait, pour moi, il y a 2 problèmes. Enfin, problème au sens, enjeu à résoudre, plus que problème, écueil. Le premier c'est que c'est une carte donc qui t'apporte pas grand-chose quand elle est recast. C'est très puissant au premier cast, les Ovold à 5, c'est pas impressionnant et quand tu veux jouer un plan de jeu vraiment contrôle, tu as besoin que ton commandeur, quand tu le recastes, il se Ouais. passe quelque chose, que tu aies besoin qu'il t'apporte vraiment du fuel. Ou alors, c'est quelque chose qu'il faut que tu compenses par le deck building. Donc, ça veut dire un deck plus lourd en CA, ce qui est pas un problème, hein, mais c'est un truc à prendre en compte dans le deck building. Et le deuxième souci, c'est que les Overlord, c'est une carte qui marche mieux quand tu as des menaces à côté et que tu peux pas te contenter de l'avoir comme ça. Ça, c'est rejoint ce que tu dis, hein, Thomas. Et que tu peux pas te contenter de le jouer comme unique menace de ton deck et espérer un jour tuer à la 3-3, quoi. Ça va juste jamais marcher. Donc, c'est une carte qui marche mieux quand elle a un effet vis-à-vis de ton board. À la limite, moi, je le disais un peu par provocation, c'est une carte d'aggro plutôt, les Overlord. C'est une carte, elle protège ton Ouais. board, c'est un body, elle protège ton board, elle a un effet un peu 8 bear. Bon, le truc c'est que les couleurs s'y prêtent pas. Mais ça serait une carte, ce serait correct comme général d'aggro dans des couleurs d'aggro, je pense. Est-ce qu'il manque pas au moins un point de défense? Ouais, peut-être à la limite, mais faire piocher sur les removals, c'est vraiment très fort, quoi. Quand t'as les contres à côté, c'est vraiment très bien. J'en profite, j'ai une petite liste dans le chat. Mhm. Ah non, je peux pas la mettre. Bah Ah, écoutez, j'essaie de la mettre là. envoie-la moi. Envoie-la moi, je la mets. Ok, je te l'envoie. Du coup, je vais rebondir sur le début du stream. Tu parlais d'un troisième au top, en l'état de Karizev. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que Karizev est vraiment en perte de vitesse depuis quelques temps. Et plus ça va, plus Gris devient fort et Shurikai devient fort. Et Karizev, je le sens vraiment noyé par ces deux decks, et pas que. En fait, j'ai l'impression que Karizev essaie de... Elle a un peu le cul entre deux chaises. Il a le choix entre soit passer dessous, soit passer dessus, ou équivalent, on va dire. Et ces derniers mois, les gens ont plutôt buildé pour passer au-dessus ou à l'équivalent. Donc, mid-rangiser un peu la liste. J'ai l'impression que ça marche pas du tout dans le format qu'on a actuellement. Et ça pour tous les agros un peu, et que le seul moyen maintenant de battre les decks qui sont top tier, c'est de passer vraiment par en dessous avec beaucoup plus de rapidité. Et, donc que ça soit du burn ou de l'étalage de créatures, quitte à se faire punir par des brasses derrière. Si t'as de quoi rebondir, ça peut passer. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que l'archétype aggro est compliqué en ce moment. Et, donc je sais que vous n'avez pas forcément le même ressenti. Certains l'ont dans la communauté, on n'est pas nombreux à l'avoir. Et ouais, c'est un peu ce que j'ai remarqué moi de mon côté. Ça dépend à quel niveau tu mets l'aggro, mais on va revenir sur le débat aggro vs mid-range, mais on va dire sur ce spectre aggro à mid-range, t'as quand même Karizev et j'ai vu quelqu'un évoquer Isamaru, ça reste des staples du format assez indéboulonnables, Ouais. quoi. Isamaru, c'est typiquement le deck, ça va ramer contre Gris, ça c'est sûr. Par contre, ça va être très bien contre Karizev, très bien contre Shurikai. Pas très honnête contre Shurikai. Donc En fait, je pense qu'on est typiquement sur un deck aggro qui est tout à fait fonctionnel. Yamaru, il a vraiment la command zone qui lui permet de tricher un peu sur le build. Et du coup, ce qui lui permet de rentrer des cartes de hate comme Armageddon et compagnie. Ce que ne pourrait pas forcément rentrer d'autres decks aggro sans, comment dire, sans biaiser un peu leur sortie. C'est vraiment le seul deck qui puisse profiter de ça, de par les petits trous que lui offre sa command zone. Alors j'ai un avis très très différent. Déjà Karizev pour moi, alors déjà le deck il a d'excellents résultats. Enfin je crois que sur les graphiques qu'avait fait à Alicanto, donc Anaël, Monsieur Data du MTG, on voyait que Karizev c'était dans le top 3 ou dans le top 4 Ouais, au niveau des complètement, ouais. résultats. Donc en fait le deck il est pas en perte de vitesse, même sur les derniers tournois il Complètement, était ouais. très représenté en top 8. Il a toujours été, hein. Complètement d'accord. Aussi, ce qui fait que bah, le deck, on a le sentiment qu'il est moins bien, c'est que moi, tu vois, j'ai joué Shurikai par exemple il y a 2 semaines, j'ai mis genre 10 cartes dans mon deck pour battre le match-up. Ouais, c'est Et ça. à chaque fois, ça se finissait pas très très bien quand même de mon côté. Et quand on a rendu à jouer des Revitalize main deck dans ton deck Blue White Control, alors que c'est plutôt une commune de draft,
c'est plutôt que Karizev s'est très très bien positionné. Je pense aussi que du coup, en effet, Mono Rouge, c'est un deck qui a plutôt des bons match-ups contre le reste du terrain. Ça bat assez bien Gitrog. Contre City, c'est pas évident, mais c'est pas non plus la catastrophe. Par contre, en effet, les versions plus mid-range, à un moment, ils ont été là pour se battre contre les autres agros. Sauf que les autres agros, ils disparaissent. Et les versions mid-range, qui ont des cartes plus lourdes, elles rentrent mieux dans les anti-bêtes et mieux dans les counter-spells des jeux contrôle ou des autres jeux mid-range. Donc elles ont tendance à perdre. Pour revenir sur Isamaru, pour moi, c'est une question de metagame. Isamaru, c'est un deck aggro, mais c'est un deck aggro qui est mid-range. Ça joue pas mal de cartes de late game, ça peut tenir des parties longues. Et donc ça c'est comme je disais avant, c'est des cartes qui rentrent moins bien qui rentrent mieux dans les comptes, mieux dans les removal, qui sont plus sensibles au Vras. C'est un deck qui n'a pas des reach en late game comme le proposent les burn spells. Mais par contre, donc c'est Louis, je crois qu'il disait dans le chat, Karizev burn spell. En ce moment, c'est sûrement le bon choix parce que ça doit pas changer grand-chose dans les match-ups comme Gitrog. Ouais. Et contre Shurikai, c'est très très menaçant. Parce que Shurikai, en fait, il va piocher beaucoup de removal qui vont facilement être des cartes mortes contre Mono Rouge. Et c'est plutôt un très mauvais match-up pour Shurikai, à mon sens. Il faut aussi prendre en compte que peut-être que les listes Mono Rouge, elles ont des problèmes, à mon sens, parfois de cohérence avec les listes qu'on voit en Modern War Legacy. Par exemple, tu as des jeux Burn qui jouent Blood Moon, Magus of the Moon. C'est d'excellentes cartes de façon intrinsèque quand tu les pioches. Mais Burn, c'est quand même un jeu qui va être très très cohérent. Tu fais une main avec peu de Ouais, terrain pour en piocher je suis beaucoup, d'accord avec avoir ça. beaucoup de crame. Et du coup, des Complètement, fois, hein. tu pioches ta Blood Moon, tu pioches ton Toggle Wire. Et je pense que les listes sont pas encore allées au bout de ce qu'elles pouvaient donner, mais que c'est pas alarmant pour l'instant. Moi, personnellement, j'ai essayé de faire un burn plutôt avec Gallia. Parce que je trouve que avoir la sécurité, c'est plus impactant que le body que peut proposer Karizev. En tout cas, contre contrôle. Le problème, c'est que dans ma commu, j'ai un petit malin qui joue Shurikai et qui joue Denick en swap. Donc ça rend la chose très compliquée à passer, malgré tout. Euh, donc voilà, je pense que... Je sais pas si c'est le fait que les joueurs de Shurikai en général soient très très bons, ou si c'est le deck qui offre quand même beaucoup de roulettes. Mais ouais, c'est quand même un deck qui est très complet et qui est dur à déloger ce Shurikai. Donc il faut arriver à le surprendre, mais c'est pas simple. Ceci dit, ça fait des vraies parties de Magic. Oui. Mais voilà, t'as toujours ce sentiment de t'as beau faire un peu tout ce que tu veux, à la fin c'est lui qui gagne quoi. Donc c'est compliqué. Ouais. Est-ce que tu veux passer Et, sur une autre question que tu avais prévue? ouais, du coup je pense qu'on peut parler de. On a parlé des decks top tier. Je pense qu'on peut parler maintenant de cartes qui seraient éventuellement problématiques malgré D'ailleurs, le no change dans le format. aparté, avant que tu partes sur ça, Dis-moi. d'ailleurs, tu évoquais Denick, je pense que c'est aussi un deck qui est pas très très loin du terrain, Ouais, probablement. Qui est peut-être juste un peu en dessous, mais ouais. qui a un 99 très puissant, qui a des match-ups très lissés, qui a une command zone un peu moyenne, mais qui est très compensée par le reste. Je pense que c'est pas très très loin du top 1, je pense, enfin du tiers 1. Je pense que de manière générale, Azorius, c'est probablement les deux meilleures couleurs du format actuellement. Parce que le bleu est historiquement très très fort. Et le blanc a reçu un power level de dingue ces 2 dernières années. Donc les deux ensemble, ça fait vraiment de la magie. Et que tu mettes Niambi ou Denick, tant que tu mets une CZ un peu à faible coût, tu auras toujours un deck très complet et très fort. Donc je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Donc du coup, pour repartir sur les cartes, est-ce que vous avez des cartes en visu, ou vous souhaitez en parler, ou Je pas crois, forcément, vous préférez que je cite des cartes plutôt? je crois que Thomas voulait parler de Skull Clamp. J'ai un petit aparté. Après, ce n'est que mon avis et ça ne reflète pas du tout Ouais, l'ensemble de la position des membres du comité. Mais j'ai l'impression que la carte, elle est trop forte parce qu'avant, l'argument, c'était un petit peu les elfes, c'est plus trop joué depuis le 20 points de vie, c'est une incentive à jouer des elfes. Sauf que passer ça depuis Gris, c'est pas vrai parce que Gris, c'est probablement le meilleur deck du format en termes de résultats. Ça joue Pince Crâne, ça va la chercher assez régulièrement et les parties, elles dégénèrent complètement quand il y a un Pince Crâne de l'autre côté. Et l'autre problème, c'est qu'on a la sortie d'Urza Saga en fait. Et Pince Crâne, avant, on pouvait un peu l'anticiper. Soit on jouait Pince Crâne de façon proactive, du coup les joueurs pouvaient la gérer avant qu'on pioche trop dessus. Soit en réponse, on pouvait faire un removal sur la créature.
ou du moins la contrer, enfin interagir un petit peu sur les stacks. Et maintenant, bah, Urza Saga, ça va chercher directement Clamp. Et pour moi, c'est assez facilement problématique, surtout que Saga, bah, ça met des tokens, donc ça inable Clamp. Mm. Et la carte, je la trouve dangereuse parce que bah, ça reste très très bien mirror d'aggro, hein. Même si on perd un peu de board, piocher plus de cartes, c'est piocher plus de réponses et des cartes plus fortes. Et ça permet. Bah, les aggros, ça n'aime pas non plus les jeux avec beaucoup de synergie et beaucoup de cartes d'advantage comme un Grist. Donc je me pose la question sur la pertinence de la carte dans le format aujourd'hui. C'est une carte qui est Ouais, débattable, hein. faut toujours réfléchir à quel deck ça impacte et comment ça va impacter le format derrière si on l'enlève. Euh, Là-dessus, je pense que c'est une carte qui est un peu trop forte, mais qui permet de booster des decks qui étaient en tout cas jusqu'à maintenant un peu en dessous. Maintenant, le deck qui en profite le plus, c'est Grist, donc ça rajoute une arme à un deck qui est tier 1, donc est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Est-ce qu'au Alors, final, c'est pas le tuto le problème plutôt que la cible qui est tutorisée? ça Euh, dépend. à savoir le Saga. Après, il n'y a pas que Saga non plus. La difficulté, alors là, je répète une position de principe. Donc après, chacun applique Mm. à sa sauce sur le clan, est-ce que c'est pertinent ou pas. Mais d'abord, je donne la position générale, théorique. La position générale et théorique, c'est que on évite de ban, ou on évite de toucher globalement à des cartes qui sont des cartes non structurelles. C'est-à-dire que des cartes, alors, je vais temporiser après, hein, je pose la position générale. Mm. Globalement, ce qu'on cherche à toucher, c'est plutôt des cartes qu'on appelle structurelles, qui se répartissent en gros en deux catégories, deux et demi, on va dire. Première catégorie étant évidemment les command zones. Alors, toute carte que tu vas avoir systématiquement dans ta main de départ, bon, va avoir un effet structurant sur ton deck et sur les parties. Et d'autre part, les cartes qui, à la fois, sont faciles à tutoriser, ou en tout cas tutorisables, et qui vont avoir un rôle structurant dans une stratégie donnée. Euh, et par extension, donc on va dire ça c'est un et 2 et le 2 astérisque, le corollaire de ça, c'est aussi les cartes qui vont permettre d'accéder un peu trop facilement à ces cartes structurantes. Donc après la question c'est toujours pareil, c'est une évaluation de à quel point les cartes qu'on étudie ici rentrent dans ces cas-là. Clamp, c'est une Mm. carte qui peut être débattue sur cet aspect. Ça peut être structurant. C'est rarement ton plan de jeu universel. Enfin, tu peux pas faire un deck, tu peux pas faire un deck Clamp comme tu ferais un deck Bridge par exemple. Dont le Ouais. plan central, c'est de faire bridge et de tuer avec un combo. Mais par contre, c'est un plan à lui tout seul à partir du moment où tu commences à pouvoir le déployer. Donc, c'est un peu intermédiaire. Ça peut être une carte structurante, comme ça peut être une bonne carte dans un jeu qui te construit un plan autonome. Mais Ouais, mais le à problème, la c'est limite, tu que peux avoir des parties où le mec va faire aux côtés d'eux et c'est pareil, ça va être son plan de jeu et ça va être une carte structurante aussi. Enfin, justement, le pas problème, c'est structurante, quand ça mais qui le devient devient. structurant, en effet. Ouais. Donc voilà, là je donne pas de réponse hein, à proprement parler, je donne juste les éléments de réflexion sur qu'est-ce qui pourrait justifier ou pas de questionner la carte. Je suis d'accord que c'est borderline, à titre personnel, c'est borderline. Après, c'est toujours autre élément de réflexion, c'est toujours pareil, c'est commencer à bannir des cartes pour leur power level brut, ça ouvre la possibilité de ban pas mal de choses. C'est pas forcément un mal, c'est pas forcément un bien, mais c'est une option. C'est quelque chose à questionner, quoi. Est-ce que vous, dans Il est clair qu'on a aussi pour principe on préfère évacuer des choses dont le gameplay est pas très intéressant et des choses qui Ouais. vont créer plus de, comment dire, plus de disproportions, plus de parties avec un sens unique que d'autres, quoi. Est-ce que dans le prisme d'une carte à bannir éventuellement, le fait qu'elle soit jouée dans un deck tier 1 a plus d'impact ou alors ça n'en a aucun pour vous? Un Ouais, élément à prendre en question, ouais. Pardon, excuse-moi, ouais, vas-y. ça me semble nécessaire. Par exemple, High Tide, ça aurait sûrement été fine Ouais, comme carte si c'était joué complètement, ouais. dans des généraux mono bleus qui étaient pas très forts en fait. T'as plein de jeux, Complètement, ouais. t'as plein de jeux tier 3 ou tier 2 qui ont une carte qui est broken et quand il la pioche, ça fait des trucs incroyables. Je sais pas pour citer un exemple comme ça, Earthcraft Animar. Ouais, Pour complètement. autant, ça me semble acceptable, ouais. Ouais. Oui, c'est Par, ça, c'est que. par exemple, je vous amène vers Contamination. Typiquement, s'il y avait juste Jadar qui la jouerait, la carte serait pas forcément un problème, Tout à à fait. mon sens. Oui, c'est sûr. Maintenant que Gris, qui est tier 1, la joue et gagne des parties de nulle part comme ça, à mon sens, ça devient problématique. Je sais pas si vous, c'est. Du coup, vous mettez une échelle comme ça sur les decks tier 1 et leurs cartes qui sont Ce qui est problématiques ou non, en fait. Ce qui est compliqué, c'est vrai que Thomas l'a très bien dit tout à l'heure, c'est que Grist, il a cette ambiguïté qui rassemble beaucoup de choses broken dans un seul deck,
qui pourrait être indépendamment acceptable. Et c'est vrai qu'il en accumule pas mal. Alors, je dis pas que ça mérite un ban, mais je suis complètement d'accord avec l'analyse que tu faisais tout à l'heure. Ça, c'est une première Bah, chose. c'est un peu ça qui est frustrant parce qu'on se dit que le deck est cool et qu'il fait pas mal de choses et qu'il est agréable à jouer et à affronter. Jusqu'à ce qu'on se prenne en fait un des trucs à faire qu'il a, que tu peux pas voir venir. Et ça crée. Ça casse un peu le jeu, je trouve, à mon sens. Après, c'est pas la seule chose. Il y a aussi Miracle, entre autres, qui fait ça ailleurs, dans d'autres types de jeux. Moi, personnellement, c'est pas le genre de truc que j'ai forcément envie de voir parce que c'est des choses qui sont très peu anticipables. Et, euh, et je trouve que ça ruine un peu le gameplay que tu peux avoir fait les précédents tours. Donc, en ce sens, moi, ça va pas dans ma volonté de voir le format tel que je le conçois. Mais si pour vous, c'est pas problématique, voilà, je respecte. Alors, Contamination, moi je trouve que c'est une carte qui est très très forte, hein, qui est très écrasante. Il y a beaucoup de match-up qui ont du mal à gérer la carte. Alors après, c'est une carte on peut vraiment tourner autour parce que on peut pas tourner autour de tout en duel commander. Typiquement, on peut se dire, bon, bah, est-ce que j'essaie de faire ça? Si la removal c'est problématique, mais ça va aller. Contamination, il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est une carte, ah bah s'il l'a dans cette situation, je vais vraiment perdre la partie. Donc bah, là, dans ces cas-là, sauf si c'est une situation hyper défavorable, il faut essayer de jouer autour. Et en général, il y a beaucoup de parties où soit on était tellement derrière sur le board que ça se voit pas encore à ce moment-là et contamination, ça va venir nous arrêter tout de suite. Mais en fait, la partie, elle était déjà perdue et ça allait se matérialiser dans deux Ouais. trois tours. Soit on joue plutôt des jeux avec plus de réponses et contamination, c'est quand même une carte à la différence de Blood Moon qui est très dépendante de son général et ça demande quand même d'assembler général plus contamination et qu'en face il n'y ait pas trop de créatures pour attaquer le général ou qu'il n'y ait pas eu de removal, pas eu de contre. Donc c'est quand même, à mon sens, une carte qui demande un setup assez important et où tu peux tourner autour en jouant la plupart des archétypes. Ok. Je vois ce que tu veux. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais dans ta tête, ça a l'air un peu lisse, mais en soi, je trouve que c'est un peu plus punitif que ça. Mais bon, après, Je suis d'accord qu'il y a des c'est parties toujours où des questions de point de ton, vue. ton adversaire va faire tour 1 elfe sur 2 gris, et toi t'as fait tes 1 drop 1, tes 2 drop 2, il va faire tes 3 contaminations et t'as pas l'air malin, et ça va arriver. Mais, euh, mais pour l'instant, ça me semble pas être ce qui fait la surpuissance du général, et c'est une carte aussi qui lui permet d'affronter des match-ups qui seraient très difficiles autrement. Donc pour Ouais, l'instant, j'ai un peu du mal ça me avec semble cet acceptable. argument. J'ai un peu du mal avec cette... En fait, c'est le même argument que pour Moon pour contrer 5C et 3C et plus. Tu, tu profites d'une carte qui est un peu border pour justifier, pour contrer une stratégie qui l'est également. Donc c'est un argument qui me dérange un peu, mais bon, c'est un argument qui revient souvent malheureusement. Les contaminations, c'est quand même une carte, t'as quand même des jeux qui jouent des cailloux et d'autres des elfes, donc tu peux quand même jouer vraiment sous contamination. Et il faut bien voir, comme souligne Louis très justement dans le chat, que Gris, c'est quand même un mono vert, splash green, c'est mono vert, la forêt, les tutors, splash noir, les cartes pétées, tous les tutors qui vont chercher les cartes pétées, et bah, des armes comme contamination ou des removal pour se défendre un peu, quoi. Ouais. Ok. Euh, Avant de continuer sur les cartes éventuellement problématiques, je voulais en profiter pour rebondir sur une question de Eagle Celtic qui parlait des débans qu'il y avait eu dernièrement. Je pense que ça serait intéressant avant d'en tourner sur les cartes singulières, ça serait intéressant de voir sur les impacts qu'ont eu vos débans et vos bans entre guillemets de partenaires. Je pense que faire un point à ce moment-là, c'est important. Comment vous jugez les résultats qu'ils ont eu suite à vos débans? Est-ce que vous les jugez satisfaisants, à la hauteur de vos espérances, ou encore mieux, ou alors un peu déçus? Ouais, je vous laisse la parole sur ce point-là. Tu veux commencer? Sinon, je vais. Ouais, vas-y, vas-y. Je pense que globalement, on est assez content parce que la question partenaire, elle a l'air de s'être bien calmée. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on est capable de dire no change là, c'est qu'on a quand même atteint un niveau de stabilité assez élevé au final. Là, je pense que j'ai Mm. pas beaucoup à développer là-dessus, c'est que dans l'état actuel des choses, on a un format qui est quand même extrêmement stable. Enfin, je vais pas répéter tout ce qu'on a dit jusque-là, mais ça se stabilise. On a un metagame qui se dessine, on a des tiers 1 qui se dessinent. Euh, D'ailleurs, ça me permet de faire un truc que je voulais dire tout à l'heure. Je profite, je fais un Ouais. aparté. Euh, Tout à l'heure, Méchant disait
il faut faire aussi le deuil des gros brous vraiment crado du fin fond de la table, et je suis complètement d'accord. Mais il faut voir aussi que un metagame qui est stabilisé, où tu peux identifier clairement les top tiers, en fait, c'est aussi une opportunité de builder avec des brous, ou en tout cas des tiers 2, avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de performance. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que ça a toujours été un format où un deck, comment dire? Si tu c'est toujours compliqué de builder un deck si tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Tu es obligé d'avoir des plans un peu autonomes, où tu vas avoir des combos un peu auto-centrés, et cetera. Dans un format où, en fait, les terrains sont bien identifiés, je trouve que c'est plutôt un bon environnement pour Brou. L'exemple que j'ai, parce qu'en plus, Thomas, toi, tu es un joueur de Legacy. En Legacy, tu vois de temps à autre un Brou un peu tordu qui va réussir, alors pas forcément à top 8, mais bon, même régulièrement si. Enfin, pour ceux qui font du Legacy en boutique, c'est un peu la cour du miracle des fois. Et c'est aussi possible parce qu'en fait, il y a un cadrage du format qui est assez important, que tu sais à peu près toujours que ton adversaire, il risque d'avoir des faux, que ton adversaire, il va potentiellement faire, une énième variation de Stompy avec des landes avec des landes qui font 2 mana, et cetera. Et donc tu as quand même une espèce de base solide sur laquelle tu sais que tu peux builder parce que, en fait, tu sais que les decks que tu risques de croiser, ça va être ça, ça et ça. Donc, ça me fait un espèce d'aparté, mais je voulais dire aussi que le fait que le format se stabilise, c'est pas forcément la mort du brou. C'est pas les mêmes decks que tu peux brou, mais ça laisse en fait beaucoup d'options. Bah, typiquement, moi, j'aime bien jouer GSK en ce moment parce que ça match très bien Glist. Ah, pareil. Euh, Et et voilà, quel deck? GSK, donc que ça soit avec. Le J'ai partenaire, essayé en GSK, j'ai essayé en Jund, j'ai essayé en plein de trucs. Pour l'instant, c'est la version de Jund qui me séduit le plus, mais je trouve que c'est une bonne réponse à Glist. Après, le but du jeu, c'est d'arriver à être performant contre le reste du méta. Ça demande un peu d'adaptation du coup en l'état. Mais donc ok, de manière générale, euh, tout ce qui s'est passé sur Partner, moi je pense que ça augmente aussi indirectement un peu le contrôle, notamment Shorekai et Grist. Grist parce que avant il avait deux bêtes à gérer en command zone, maintenant il n'en a plus qu'une, donc ça facilite beaucoup plus sa manœuvre. Et c'est sûrement pour ça que maintenant il perd, fait pas avant. Et Shorekai pareil, il a moins de pression indirectement sur sa gestion qu'il peut avoir en early et le retard qu'il peut perdre en late à cause de partner. Et Alors après, si je ne il peut se m'abuse, battre. Shuriken, je crois qu'il a jamais cohabité avec les partenaires hein, sur un tournoi. Ouais, il me Peut-être semble euh, une aussi, ouais. semaine, mais il y a je eu crois une que semaine, je crois. Ouais. Ouais, complètement. un Bon, partenaire, enfin, il devait être bon, sorti pour les AP, mais légalement, tu peux les jouer que après. ouais, en fait, quand je parle de Shuriken, c'est surtout de contrôle de manière générale. Shuriken, c'est vraiment le point d'orgue de contrôle, mais sur raisonnement, il s'applique là pour tous les contrôles, notamment Azorius avant, qui était caractérisé par Ojutai principalement. Mais c'était aussi pareil pour Ezika ou Nimizet qui ont une base Azorius Esper assez forte. Et moi je trouve qu'en tout cas le ban entre guillemets de Partner a eu un gros poids indirectement sur ces decks-là. Donc je dis pas, enfin je mets pas de jugement de valeur là-dedans. Je sais pas si c'est bien ou mal. Je pense juste que c'est un fait et que voilà le format du coup se dirige comme ça et que maintenant il va falloir rediriger le format pour essayer de voir dans quel sens on veut aller et comment on contre ça. Qui était un exercice totalement intéressant également. Pour ce qui est des. Ce- Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, je voulais continuer après sur Marat et Teferi, donc dis-moi si t'as Vas-y, quelque vas-y, je chose t'en à. prie, au contraire, je rebondirai là-dessus après, justement. Du coup, très bonne surprise de Marat et Teferi. Moi, je pensais vraiment que Marat allait casser le format. Teferi, j'étais un peu plus sceptique parce qu'il a quand même pris très cher dans la gueule au fil des années. Et c'est vrai que Marat, moi j'ai essayé de le casser, j'ai pas réussi. J'ai vu plein de gens s'y essayer qui n'ont pas réussi. Peut-être que la command zone est secrètement cassée et qu'on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve ça très ok. Après, indirectement, ça favorise encore les mid-range qui bouffent petit à petit les agros. Mais bon, moi j'y suis résolu dans tous les cas. Et donc j'ai fait le deuil. Mais voilà, ça m'amuse un peu sur ce côté-là.
pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, c'est une volonté qu'on a, hein, c'est le power level des cartes augmente, donc t'as de plus en plus de généraux qui sont forts, donc mécaniquement on peut bannir des généraux qui nous semblent moins forts, donc c'était le cas de Maras et Teferi. Maras, moi ce que je pense qui explique ces résultats plutôt médiocres jusqu'ici, c'est déjà le jeu il est très très peu joué en fait, il y a eu un petit effet de Oui, hype c'est ça, de hein. ban. Le jeu, je sais plus combien il était présenté à Châteauroux, mais il y en avait 3 ou 4 dans la salle sur chaque jour. Enfin, le jeu, il faisait à peine 3 ou 4% de la salle. Donc, un jeu qui n'est pas très joué, il a moins de chances de faire des bons résultats. Un problème de Naya, c'est que la mana base, elle n'est pas forcément évidente à builder. Parce qu'il y a un ou deux colorless que tu as envie de jouer. Tu as envie de jouer beaucoup de land avec le général. Tu as envie de jouer des Mm. elfes. Si tu veux jouer un deck à orientation aggro, les elfes, ça synergise pas très bien avec. Moi, je pense que le bon build de Maras, c'est plutôt un deck mid-range avec une ou deux combos. Pas d'histoire de Blood Moon ou de trucs qui déstabilisent la mana, mais plutôt des cartes cohérentes, des tutors, des cartes qui font de la value. En général, qu'on joue que quand on a du mana up. Et ça, je ne l'ai pas encore vu jouer. Et ça, je pense vraiment que ça a du potentiel. Et que notamment, ça peut être un deck mid-range créature qui peut très bien se battre contre Grist, contre Shurikai. Parce que Mara, ça se recasse très bien late game et que ça a accès à énormément d'enchant-like. Mm. Azali, Reclaimer, Outland Liberator. Donc ça, c'est pour Maras. Teferi, c'est une carte qui a été très très forte parce que quand il était légal, il y avait toujours High Tide. Donc dans mes souvenirs, Teferi a été banni avant High Tide. Et Teferi, en fait, on avait souvent l'impression de perdre parce qu'on se prenait une Chain Veil ou une Stasis. Sauf qu'en fait, la carte qui permettait de faire des setups complètement absurdes, c'était de tricher sur Teferi 2 ou 3 tours plus tôt en faisant la Ouais. séquence High Tide, Teferi, une carte fort derrière. Mais donc sinon, ça me semble complètement OK. Et pour faire un petit, Fabien rebondira, mais pour faire un petit point sur les trucs, je pense qu'on peut discuter parce que on en parle IRL, mais à ce niveau-là, Baral et Tassigur, c'est deux généraux sur lesquels on discute régulièrement parce qu'aujourd'hui, ça semble être des cartes qui ont un power level très raisonnable par rapport à ce qui sort en fait dans ces dernières éditions. Ouais, Yes. est-ce que ta figure est pas mieux que Octavia dans le style, tu vois, enfin, dans le style Happy Vol? Je pense que ta figure est beaucoup plus efficace qu'un deck comme Octavia, et j'ai peur que ce soit un peu trop dangereux. C'est très Euh, différent. Tu trades un jeu qui a des removals, des cartes, enfin une combinaison qui est beaucoup plus puissante, mais du coup, ça veut dire plus de problèmes sur la mana. Octavia, c'est quand même une 8 ouais, ward, c'est pas pareil qu'une 4-5 pour 6. Octavia, c'est un deck qui est plus. C'est un combo un peu contrôliche parce que tu connais énormément de cartes pour fonctionner avec le général. Ta Sigurd, c'était plus un deck contrôle avec que des ouais. piles de bonnes cartes, un général en command zone. Donc je pense que ça a des match-ups très très différents et qu'il faut pas se laisser berner par le côté un petit peu d'elfe, mais que ça fonctionne très différemment quand même. En fait, ta figure, moi j'ai un peu testé le deck il y a un an, à l'occasion d'un tournoi fun organisé par Cléomen, online. Et je trouvais vraiment. En fait, j'ai un peu le sentiment d'avoir comme Grist actuellement, c'est-à-dire que la base elle est très fair, ta figure, et c'est un deck qui est très plaisant à jouer et très plaisant à affronter. Mais t'as vraiment des cartes qui cassent le jeu, que ce soit avec des LOM ou le rituel qui fait défausser des cartes, ou Ravenscrim. ouais, Ravenscrim, des choses comme ça. En fait, t'as beaucoup de cartes, de petites cartes comme ça qui synergisent très bien avec le général et qui sont vraiment très pesantes dans une game. Au-delà de de ce que peut proposer un deck contrôle habituellement. Et j'ai peur que ça soit trop pressant, mais je serais pas contre essayer en l'état. En tout cas, ça réglerait le problème de Sultai qui, pour l'instant, n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part Léovold ou Tatsunari. Nari, j'aimerais bien y croire, mais, mais malheureusement. Je sais absolument pas ce que fait le deck, mais j'en vois nulle part, donc je me dis que ça doit pas être très très fort. Non, j'aimerais bien y C'est trop croire, hein, joli comme deck. la carte est. Enfin, c'est pas une mauvaise carte si t'es capable de synergiser avec, mais c'est compliqué d'avoir un deck qui tient debout avec. Si tu aimes jouer tout seul, c'est bien. Moi, j'aimerais bien y croire, hein. Enfin, je serais le premier à être super content si ça marchait, mais pour l'instant, j'y crois pas trop. J'espère vraiment me tromper. Très Mais honnêtement, du coup, on avait fait le tournoi fun avec tous les généraux bannis. On avait des généraux bannis, mais aléatoires. On avait le choix juste entre deux généraux qu'on avait tirés au sort aléatoirement. Et donc moi j'avais pris ta figure. Et je me sentais tellement fort contre tout le field. Même un Edgar ça me faisait pas peur. Et au final les seules défaites que j'ai eues c'était contre
comment il s'appelle, le truc Esper qui fait gagner 2 PV par tour, l'euro. L'euro, ouais. Parce que lui, en l'occurrence, il s'en manque un peu plus d'aggro, il respecte un peu moins l'aggro et il peut devenir beaucoup plus lourd que toi. Donc tu pourras pas lutter dans le late game. Ouais. Et contre Turiko, qui est infâme contre un jeu contrôle, va te proposer des menaces tempo dans tous les sens, c'est vraiment ingérable. Mais en soi, malgré le fait qu'on était dans un field avec que des généraux bannis, j'ai senti quand même que le deck était largement au-dessus de beaucoup de decks bannis, quoi. Ouais, Tassigo, D'ailleurs, il est je sais. toujours. Pardon, vas-y. Ouais, Tassigio, bah, c'est aussi comme on le disait tout à l'heure avec Flavien et comme tu le disais tout à l'heure toi Wansock, hein, c'est que Sultai c'est une combinaison qui est boudée. Peut-être que je me trompe et que les volts c'est pas assez fort et ça peut être intéressant de leur redonner un général qui est efficient. Après, moi ce qui me fait un peu plus peur, ça a pas l'air de grand chose, mais surtout que maintenant le deck a été très gourmand en mana coloré, il a accès à Trillium Sultai et du coup ça a vraiment lissé le deck. Et je voulais rebondir sur un point tout à l'heure qui a été évoqué dans le chat, et je le vois revenir très souvent dans les discussions. C'est le cas Emrakul The Promise End. Donc la carte, moi, ça m'étonne beaucoup qu'elle fasse débat. En fait, la carte, c'est certain, elle est écrasante en mineure de contrôle. Ça redresse des boards très très compliqués. Ça fait gagner des parties qu'on avait perdues sur le papier en mineure de contrôle. Mais la carte, elle est très mauvaise dans tous les autres match-ups, à part contre rampe. Et encore, bah, des fois, on la pioche et c'est boule noire parce qu'on peut pas la caster rapidement. Il faut bien se dire que la carte, elle est horrible dès qu'on la pioche bah, dans les 6 ou 7 premiers tours. L'argument de ouais, il y a Shurikai, ça fait piocher, on peut défausser les mauvaises cartes. Il faut faire attention avec ça parce que souvent on a tendance à défausser les landes excédentaires. C'est aussi pour ça qu'on en joue 44, c'est qu'on va looter. Donc la carte elle est très souvent mauvaise. Il y a énormément de board state contre aggro. Caster un Emrakul, c'est strictement moins que caster une Vras parce que derrière l'autre va prendre un tour, il va nous attaquer, on va mourir. Et moi, la carte, je la jouais dans mon deck Shurikai parce que les autres joueurs la jouaient en fait. Et que ne pas jouer cette carte en meilleur de contrôle, c'est très grave et ça va faire perdre des parties. Mais si la carte n'était pas. S'il y avait un gentleman agreement entre les joueurs qui disait il ne faut pas jouer Emrakul, bah, je pense que je la jouerais pas. Et c'est aussi une carte qui est intéressante dans les jeux comme City, c'est Gitrog. C'est ce qui fait que Shurikai, par exemple, est un peu obligé de contrer tous les tutors que font ces deux decks. Alors que sinon, on aurait juste très peu de menaces à contrer, parce qu'on sait qu'il y a un timer Emrakul. Quand ils assemblent leur land un petit peu cassé, Cabal Coffers d'un côté, Serra Sanctum de l'autre, c'est la menace Emrakul. Donc là, il va falloir se battre. Donc ça permet aussi à des jeux où il y a moins de menaces de permettre de se battre contre les jeux très contrôlés. Donc moi, je pense que c'est plutôt une carte intéressante dans le format. Ok. C'est un point de vue. Moi, je trouve que c'est très écrasant et encore plus écrasant contre midrange que contre contrôle au final. Parce que contrôle, en général, les miroirs sont assez vides sur le board. Là où midrange a un board souvent étalé et en fait, c'est beaucoup plus facile de faire un carnage quand tu as un board un peu conséquent. Et des cartes en plus en main qui sont assez polyvalentes en gestion. Contre contrôle où au final, tu n'as rien à flinguer sur le board et tu vas juste essayer de caster le maximum de counterspell entre eux pour réduire la main. Mais Ouais, mais moi, je c'est trouve ça normal beaucoup qu'une plus carte. impressionnant contre midrange que contre contrôle, par exemple, quoi. Ouais, mais c'est normal qu'une carte à 9 ou 8 mana, elle ait caresse midrange. Et encore, je pense que c'est plus souvent 9 que 8. En fait, les jeux jouent à Maracul, mais tu casterais un Ugin de Spire Dragon contre midrange, ça ferait la même chose Ouais, 95% du temps, si ce n'est en mieux, quoi. Souvent même mieux d'ailleurs. Oui, Après, moi, contre c'est une carte l'après, que Ugin, c'est impitoyable. D'ailleurs, moi, c'est pareil, hein, je déteste les Miracles en tant que carte. Genre, je déteste le gameplay que ça crée, je déteste le fait que ça a tendance à plier les games quand c'est casté. Ça fait partie de ces cartes, en termes de plaisir de jeu, moi, je la supporte pas. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec ce que dit Thomas, c'est que c'est. En fait, c'est vraiment écrasant dans des miroirs de contrôle et encore. Et encore. Mais contre Midrange, je pense que l'exemple de Glin, il est super pertinent, quoi. Glin, ça va écraser tout pareil. Il y a plein de cartes qui vont écraser tout pareil. D'ailleurs, parfois de façon un petit peu moins visible, d'ailleurs. Ça me rappelle la conversation qu'on avait eue sur Future Sight, par exemple. Là, c'est Oui. pareil quand tu vas avoir un miroir ou quand tu joues contre un midrange un peu mou, tu vas caster ta Future Sight, tu pourras pas forcément la contrer s'il joue pas de bleu, tu pourras pas forcément la casser. Tu vas te retrouver dans une situation où en fait, bon, t'as pas gagné sur le coup, comme ce serait spectaculaire avec un Ugin, mais en fait, tu as complètement gagné la game à partir du moment où tu l'as résolu. Dans 3 tours, tu auras fait plus 15 et tu pourras plus t'en sortir, quoi. Donc je pense que il faut aussi, d'ailleurs, ça fait partie de ces cartes aussi qui sont écrasantes de façon un peu camouflée. Là, on est rentré du coup. On est rentré, on va se poser à l'appart. Nous, on n'a Ah, pas. je crois qu'on on a entend fait quelque chose là qui Il y a un bruit. devrait pas s'entendre. Tu pourras pas forcément la contrer s'il joue pas de bleu. Tu pourras pas forcément la casser. Je pense que c'est Thomas qui a activé son audio. Bon, t'as pas gagné sur le coup, comme ce serait spectaculaire. Thomas. Ah, c'est moi, c'est c'est Tom.
On entend que tu cherches des preuves. Parce que là- c'est bon là? Yes. Je pense qu'en tout cas, c'est là. Ça devait être chez toi, oui, je crois. Ok, Si c'est toi qui as nickel. commencé à regarder le chat, à regarder le live, oui, c'est toi. Oui, c'était moi, c'était moi. Et si on est toujours dans les débans, qu'on peut revenir sur les débans de partenaires, en tout cas les noms de débans qu'il y a eu de partenaires. Je crois qu'actuellement, toujours sur la banlist, Krark, Arden, Zior et Yoshimaru, c'est ça? Il y en a de plus ou pas du tout? Dans les Akiri partenaires aussi. restés. Oui, c'est Excuse-moi, ça, c'est Falak. le dernier. Oui, je m'entendais. Donc il y en a 5 sur la banlist, c'est ça encore? Ça doit être ça, ouais. J'ai plus la liste sous les yeux, mais ça doit être de cet ordre-là. Mais en tout cas, Euh, pour parler rapidement de ces partenaires, est-ce qu'il faut les déban, les unban? Yoshiro, j'ai l'impression qu'en fait, ça va self-ban plein de decks, quasiment tous les decks monocolores, en fait, aggro, comme Isamaru, Karizev. Tu peux Ouais. jouer Yoshiro, je passe une autre couleur et ce sera quasiment tout le temps meilleur. Complètement Donc ça me d'accord. ouais. semble dangereux. Complètement Krark, d'accord. moi, c'est une carte que j'ai même joué en Legacy. Krark, je pense que c'est complètement absurde. Dès que tu pioches un cantrip ou une bolt, ça commence à faire n'importe quoi. Ah, c'est clair. Donc je pense que c'est vraiment hyper dangereux. La carte, elle a été jouée dans le format le plus puissant d'histoire du jeu et ça fonctionnait bien. Les deux autres, donc il y a Akiri qui est banni. Et on en a deux autres, c'est ça? Ouais. Il y a Vial, Arden Et sûr. Zior aussi en plus. Ouais. Via les Ior, un peu les mêmes problématiques. Les cartes sont trop fortes toutes seules. Ouais. Akiri, ça me semble peut-être être fine. On en Akiri, discutait. ouais, c'est ça. C'est probablement la plus proche du Et Trazios crédible aussi. Ouais. dans l'état actuel. Thrasios, c'est un petit peu différent. La difficulté avec Thrasios, c'est que c'est probablement pas trop fort. Mais c'est aussi une facilité de deck building dans le sens que l'argument principal qu'il a fait laisser out, c'est que c'est une carte qui te donne un out sur mana infini et qui fait que tu peux vraiment articuler ton plan combo avec. La remarque, c'est qu'à l'époque du Tymna Thrasios, le deck gagnait pas tant que ça sur le fait d'accumuler Tymna et Thrasios à tous les tours, mais plutôt sur le fait d'avoir le choix entre le plan proactif où tu vas grinder un petit peu contre certains match-ups et le choix d'un plan vraiment combo où en fait tu as une pièce à combo systématiquement en command zone. Donc, compte tenu de ça, on s'est dit que la nouvelle règle le nerfait un peu, pas forcément de façon exceptionnelle. Ça veut pas dire que c'est trop fort, mais pour l'instant, on a estimé que c'était mieux dehors. Par Akiri, rapport à c'est un- Yoshimaru, Ouais. vite fait, je comprends l'argument. Néanmoins, je trouve qu'actuellement, si tu veux jouer tempo, à part Azorius, t'as pas trop le choix. Et ce chien permettrait de pouvoir jouer tempo avec 3 couleurs. Alors, sur Tempo, je voudrais faire 2-3 remarques. Alors, il y a une première chose, c'est que de toute façon, ça a toujours été extrêmement complexe d'avoir un tempo en commandeur. Pour une raison assez simple, c'est que pour jouer un vrai deck tempo, il te faut une densité de menace qui soit hyper mana efficiente et puissante. Et en fait, cette densité en singleton, c'est extrêmement complexe de l'obtenir. Et ce qui fait que les fois où c'est possible d'envisager de jouer tempo, c'est des fois où en fait c'est ta command zone qui accomplit ce rôle de menace parce que ça permet d'avoir un peu plus de densité. Bon. Le truc, c'est qu'actuellement, on n'a clairement pas la densité suffisante et on n'a pas de command zone suffisamment puissante pour que ça accomplisse ce rôle de menace autonome. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, s'il fallait unban, comment il s'appelle, Yoshimaru, Yoshimaru. en fait, ça résoudrait pas vraiment le problème pour la raison que Thomas a très très bien résumé. C'est que c'est pas que, enfin, peut-être que ça ouvrirait un deck un peu tempo, mais en fait, ça écraserait surtout les stricts équivalents, quoi. Là, je rejoins à 100% ce qu'il a dit tout à l'heure. Je vois pas trop d'intérêt de jouer soit Isamaru, soit Karisev si t'as Isamaru Boros, en fait, pour donner un exemple bateau. Et pour moi, ce que dit Fabien, pour moi, Thrasios, en fait, c'est un peu pareil. T'as plus aucun intérêt de jouer Gretchen, qui est en général intéressant si on aime Thrasios. Ouais, par exemple, complètement. Et Bon, au Gretchen, c'est final, probablement très Kenrith, jouable. est-ce que c'est pas mieux que Trazios? Je pense que c'est différent parce que le fait que ça Ouais, t'ajoute. En fait, ce qui manque à Gretchen, c'est que c'est un jeu ramp qui est hyper solide souvent. Mais ouais. UG, historiquement, c'est des jeux qui. Enfin, tous les jeux. À l'époque, c'était plutôt des jeux Heartbeat combo avec Mana Desire qui faisaient plein de mana. Après, on a eu des decks UG réclamation. Et souvent, les decks UG, ils ont besoin de splatcher une troisième couleur, Bant, Témur Ouais. ou le dernier, UGB Sultai. Et Thrasios permet de faire ça. Et par exemple, Gretchen, c'est un jeu qui est pas du tout joué, alors que ça a probablement un très bon match-up contre Shurikai. Ouais, je C'est pense exactement à probablement ça, ouais. très, très correct contre Gitrog et Ouais. sûrement aussi contre Citis. Et c'est pas très bien contre Aggro. Donc,
Dans le Typiquement, même Et ça genre, il y joue a encore, Slogger ensemble. qui a été pas mal joué aussi, toujours dans ce sens Simic, un peu rampe, Ouais, un peu Slogger, land. je pense que c'est une très très bonne carte qui s'ignore. ouais, C'est peu joué en construit, mais c'est vraiment solide ce Slogger, ouais, quoi. ça tabasse. Mais pareil, c'est un deck qui a un deck building qui est compliqué, hein. Slogger, pour en profiter vraiment, il y a pas mal d'options. C'est un deck qui est compliqué à builder. Je pense que ça rentre exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure sur des decks. Le potentiel minimal, il est clairement là, mais après, il faut trouver quelque chose à en faire. Et ouais, il y a un travail compliqué à faire sur la carte. Là, je te rejoins complètement, hein. Blue Green, il y a clairement un potentiel minimal. Gretchen, ça écrase bien les miroirs de contrôle, hein, notamment. Comme tu le disais, ça fait vraiment un gros taf. Donc il y a pas mal de trucs, hein. Je pense que c'est sous-estimé, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec Ok. toi. Et bon, sinon, de manière un peu plus générale, Arden et Kellet, je pense que c'est les common zones que je trouve les moins terrifiantes actuellement qui sont sur la banlist. Quel deck? Den et Kellet. Alors C'est oui, Den. Kellet qu'on a oublié. alors Arden, pour resituer, Arden, c'est celui qui équipe automatiquement. Alors ça, c'est pareil, c'est probable que ce soit OK. C'est possible. Ouais. On n'a pas de certitude. Mais dans tous les cas, c'est quand même un gameplay qui est pas du tout intéressant et qui n'apportera vraiment rien au format, ni en termes d'archétype, ni en termes Com- d'intérêt de jeu. Moi, je sais, je joue pas en moderne, mais est-ce que le deck Hammer a l'air pourtant d'être intéressant, vu que C'est quand personne même s'en vraiment plaint apparemment? différent. En fait, on est Il Est-ce l'était exactement qu'il y a une possibilité il... d'avoir le même intérêt ou pas du tout chez nous? il l'était presque trop Hammer parce que d'ailleurs ça a pris un gros nerf hein, parce ils ont banni le russe. Donc le deck continue d'avoir des résultats et d'être compétitif, mais plus du tout dans la même proportion. Pour faire un petit aparté sur Modern parce que le russe a été ban, ouais. Je pense qu'on est Ok. un peu comme, c'est un peu la même discussion qu'avec Tempo, mais dans l'autre sens, quoi. C'est que si tu donnes ce genre d'outils en command zone, ça te donne un deck qui est quand même pas la même résilience, qui va avoir des sorties cassées dans un format où c'est plus compliqué de combattre les plans un peu originaux. Bon, je dis pas du tout que ça serait OP. Je suis pas du tout en train de dire ça. On n'a pas de certitude là-dessus et moi-même je suis pas fixé. Par contre, je suis assez certain que ce serait un gameplay pas très intéressant. Globalement, les gameplays à base de kill or die, c'est pas très intéressant. Tu laisses passer Arden, il va équiper je sais pas quel truc horrible et t'éclater avec. Bon, c'est T'es en pas train de hyper parler de intéressant. J-Trog, c'est ça? Mais L'Urus tu crois que c'est Arden. un machin à 5 mana quand même, hein. C'est pas. Je 2 rép- mana, Bon, ça ok. fait une grosse différence. Light pause alors. Light Pose, Bah, c'est là, une carte qu'on peut questionner. Non, pardon, t'allais dire, ouais, pardon, Thomas. j'allais juste rebondir sur quelque chose que je voyais plusieurs fois dans le chat, là notamment c'était Inspirate qui demandait des bans Euro dans les 99 et même en général tout à l'heure je voyais. Je pense que Euro c'est une carte qui aurait jamais dû être print, très clairement. Dans aucun format de Ouais. Magic ça Complètement. doit être légal. En Legacy et en Vintage c'est très différent parce que les decks ont accès à Wasteland x4. Euro c'est un deck qui demande de jouer beaucoup de cantrip pour le fuel et aussi beaucoup de sources de verre donc forcément plein de bilandes. Les jeux Wasteland Ouais. punissent très bien ça. Il y a des Greveilles très fortes et la carte est un poil chère pour le format mais ça reste quand même joué dans les meilleurs decks des deux formats. Alors qu'en Duel Commander, c'est une carte qui va être. En fait, le moins du temps dessus, la carte elle est récursive. La menace elle est quasiment ingérable. La Gravate ça fonctionne que moyennement bien parce que Euro, de toute façon, quand ça arrive en jeu, ça fait du card advantage. Donc, dans le meilleur des cas, vous allez faire du 1 pour 1 si votre Gravate c'est une Spell Bomb. Dans les 99, bah, la carte elle perd contre certains agros, mais faut vraiment qu'aggro y aille. Et c'est très facile pour Euro de corriger ses mauvais match-up. Et la carte elle est hyper écrasante parce qu'elle triche complètement avec le principe de command zone et ça invalide une quantité incroyable d'archétypes en fait. Mm. Vraiment. Ouais, Euro, ça a vraiment martyrisé le format pendant un an. Et on, on est quand même libéré une fois qu'il est parti. Il y a beaucoup Et dans les, d'archétypes. Et la carte qui nous semble intéressante pour les couleurs simiques qui sont pas très jouées, c'est Oko. On est beaucoup à penser qu'elle est problématique, d'autres non. Mais en tout cas, c'est un peu l'argument qu'avait Skullclamp. Oko, c'est la carte broken auquel a accès simique et qu'on peut jouer. Par contre, Oko, bah, c'est très fort, mais ça prend quelque chose qui casse un Planeswalker ou ça se fait attaquer et la carte n'est plus là, quoi. Ça va pas être récursif. Ah, Donc, Ouais, une carte pétée pour simique, ça nous semblait suffisant pour l'instant. en fait, Oko, vraiment. ça subit aussi un peu le format parce que actuellement Glist est top tier et les gens packent un peu plus d'anti-Planeswalker. Donc Oko, à mon avis en tout cas, est un peu moins Gamebreaker qu'avant par ce fait-là. Et une remarque que faisait Dofgefix dans le chat et sur laquelle je rebondis, c'est aussi le fait que Oko, pardon, pas Oko, Uro, c'était une carte qui était presque plus forte dans le deck que dans la command zone. Fait que c'était tutorisable extrêmement facilement et avec globalement la fonction d'une command zone avec sa récursivité. Donc tu te retrouvais à jouer mono partenaire avec juste. Voilà, la carte vraiment a rien à faire dans le format, quoi.
pense qu'il y a un gros consensus parmi le comité là-dessus. Il va nous rester une petite demi-heure, on va dire. Est-ce Ok. Ouais, je qu'il pense te que reste ça encore sera quelques très long. questions? Après, dans le chat, si Ouais, vous je en pense avez que aussi, naturellement, n'hésitez pas. on Qui peut n'ont pas embrayer été. sur Light Pause qui a été évoqué juste avant. Je crois que ça cristallise pas mal de doutes ou de craintes de joueurs du format. Pour l'instant, elle est régulée naturellement parce que Azorius Control est au top. Et du coup, c'est un archétype qui peut assez bien le deck. Mais j'ai quand même l'impression que le deck est ultra polarisé. Tu parlais tout à l'heure de variance. Donc, ok, il peut y avoir de la variance dans le jeu. C'est à toi, en tant que joueur, en tant que pilote, de la réduire par rapport à ce que tu peux anticiper ou pas. En revanche, quand tu tombes contre Light Pause et que t'es un mono rouge ou n'importe quoi d'autre qui bat pas bien Light Pause, en fait, t'es vraiment en sueur, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit très bénéfique pour le format d'avoir un deck aussi polarisé. Quelle est la position du comité à ce sujet? Et ben, Gain, on n'a pas tous le même avis. Je te laisse donner J'aime le pas, tien, parce que- j'aime pas trop ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que dans les gens qui ont le plus gros bagage théorique de Magic du comité, les gens pensent que c'est fine. Parce qu'en fait, le deck, j'ai envie de faire. Je sais que c'est pas toujours pertinent les comparaisons duel commander construit, mais en l'occurrence, Typos, c'est typiquement le deck Boggles en moderne. Ça a des excellents Ouais, ça. match-ups. Boggles, ça écrase des decks aggro. Par contre, ça perd contre tous les decks contrôle et tous les decks ramp. Enfin, tous les decks qui font des choses plus fortes que lui ou qui peuvent lui casser ses petits enchantements. Donc, en effet, l'Hypos, c'est un deck qui va battre les decks aggro, mais qui va perdre contre eux à peu près tout le reste. Et Ouais. du coup, là, le format le régule assez bien pour l'instant. Et bah, probablement que quand les agros reviendront, l'Hypos sera là pour battre les decks agros, mais Ram va battre l'Hypos. Donc je pense que ça permet aussi de créer une triptyque intéressante, quoi. Un petit peu un pierre-feuille, ciseaux. Je suis plutôt d'accord. Je suis un peu Ouais. plus dur que toi, mais je suis quand même d'accord sur l'analyse. Je suis un peu plus dur parce que la question de la diversité reste importante. Et on va dire le combo diversité et intérêt de gameplay, c'est pas en faveur de Night Pause, quoi. On est quand même sur un deck qui est quand même vraiment très bas du front, hein, sur la mécanique. Euh, c'est vraiment peu de technicité, un gameplay très très linéaire, tout le temps la même chose. Les parties sont systématiquement les mêmes. Et ça a des match-ups extrêmement polarisés qui vont avoir tendance à en écraser certains, effectivement, à se faire démolir par d'autres. C'est quand même combiné à une command zone qui est cheap en mana et qui fait une forme de CA en plus assez particulière. Il y a des, comment dire, il y a des red flags pour dire que le jeu, il a un potentiel à être problématique. Ça, je pense que c'est assez clairement identifié. Ça ne veut pas dire que le commandeur est à battre. C'est un petit peu à comparer Ouais. avec ce qu'on disait sur Cities. Euh, c'est des commandeurs où il y a des red flags. Ça ne veut pas dire que c'est trop fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut le ban. Ne me faites pas dire ce que je dis pas. Mais ça veut dire que c'est des généraux qui sont surveillés parce qu'il y a les red flags correspondants. C'est-à-dire la Sainte Trinité, bas CCM, euh, card advantage intégré, match-up polarisé. Globalement, ces trois critères sur une seule carte, ça fait des choses. Enfin, ça donne une carte qu'on a envie de surveiller. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est à battre. Mais c'est surveillé. Donc dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Boseiju, pas Wish Shelter Halls, mais Boseiju Wandours, donc le nouveau land de Kamigawa pour un vert cycle, Alors que je casse un l'ancien était truc du beaucoup mieux. chien. Tu peux garder l'ancien, moi je prends le nouveau. Alors, je pense que de façon générale, en fait, c'est rarement problématique les cartes qui sont des réponses à Magic. Ouais, Boseiju, c'est complètement une carte d'accord. qui est exceptionnelle. Cavern of Soul, Fight of the Dead, Boseiju, c'est sûrement, et Urza Saga, sûrement les 4 meilleurs lands qui ont été print ces 10 dernières années. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Après, la carte, donc, elle permet en fait de bien réguler le metagame. Parce que les cartes qui font souvent débat, c'est Blood Moon, Contamination, Shurikai, et notamment les deux landes cassées auxquelles ont accès Gitrog et Cities, Cabal Coffers et Serra Sanctum. Tous les decks verts, en fait, un petit peu créaturiches, ont accès de façon plus ou moins tutorisable à Boseiju qui permet ça. Donc ça permet d'avoir une réponse intéressante à plein de choses qui sont des cartes pas forcément évidentes à gérer, notamment parce qu'on n'a pas envie de jouer des disenchantes ou des cartes pas polyvalentes dans son deck. Boseiju, ça correspond assez bien à ce problème. La carte peut être un peu plus problématique à mon sens dans des jeux comme Gitrog qui ont des moyens de la rendre récursive. Ça m'est arrivé en jouant à Shurikai et je me faisais casser à tous les tours mon général. Mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, c'est plutôt une carte qui est positive pour le format, qui permet de réguler toutes les horreurs qui vont sortir, même si la carte est très très forte. Mais ça me semble raisonnable par rapport
On voit la qualité des reviews qui sont sortis ces dernières Complètement, ouais. années, par exemple Prismatic Ending, ce genre de choses. De toute façon, ce que tu as dit est vraiment là pour le coup, c'est une ligne qui est partagée assez unanimement. C'est les réponses, globalement, c'est des bonnes choses. On a eu droit à vraiment beaucoup d'années de print de menaces insane à la suite. Je pense avec une apothéose en Ragavan. Euh, à partir du moment où on a eu tout ça, depuis quelques années, ils font l'effort d'aller imprimer des réponses plus solides. Et on en est très content. Et il y a vraiment très peu de chances qu'on aille agir sur des réponses, alors que c'est quand même du Magic plus intéressant globalement. On est content que le jeu se structure plutôt autour du back and forth, autour de réponses, plutôt qu'autour de qui va poser la menace la plus écrasante le plus vite possible, quoi. Donc, Du coup, j'étais un peu déçu que Florian Todt soit pas avec nous, mais finalement, je suis content de savoir qu'il est quand même là. Parce que j'ai quelqu'un qui me donne les mêmes réponses. ah bah ouais, en même temps, ça, on partage complètement enfin, après, c'est pas. C'est pas une surprise non plus. Je trouve que le Trott, c'est Non, quelqu'un non, je qui suit plaisante. quand même vachement bien. Donc, je peux dire que s'il dit quelque chose, c'est quand même rarement sorti de nulle part. Et là-dessus, je suis exactement sur sa ligne, de toute façon. La Ah bah, bronzance, juste, c'est important. c'est un collant, monsieur. Mais oui, c'est une carte verte, Oui. un duel commander, ouais. Une identité couleur verte, on va dire plutôt. Donc ça renforce un peu les jeux verts, donc c'est cool aussi. Moi, j'ai eu une partie, je regardais une partie là au Prime, excellent tournoi d'ailleurs, je souligne, où il y avait un Ouga qui jouait contre un City, et tous les tours il piochait ces trucs à 1 et 1 vert qui remontent des landes du cimetière, et City n'avait jamais pu laisser son général on board. Excellence, quoi. C'était impressionnant. Par contre, comme le souligne justement, et je voulais rebondir là-dessus, Louis dans le chat, Bozedju, ça donne un land, et quand vous cassez quelque chose qui n'est pas un land, et ben, ça fait un trade qui est assez favorable, hein. Vous perdez une carte pour en donner deux, enfin pour faire du 1 pour 2. Ouais, Et en duel ça dépend commander, ce que tu pètes, hein. c'est toujours difficile de faire ramper l'autre quand il y a quelque chose en command zone. C'est vrai. Là, ce week-end, j'ai cassé un enchant là, qui met deux par tour et le Sulfuring Vortex. J'étais très content de le donner un land à Ah l'adversaire. oui, clairement, faut. Après, quand il faut. Mais c'est vrai que, en fait, même donner un land pour péter un Shurikai, j'ai remarqué que devoir repayer 6 derrière pour ton Shurikai, c'est une perte de tempo énorme et Ah, mais finalement, ça, c'est un truc, t'as pas souvent le temps de recaster ton général, quoi. c'est un truc qu'on sous-estime énormément, hein, c'est sûr. C'est que typiquement, même Shurikai, effectivement, une fois que tu le casses, rebalancer ton blanc à 6, c'est quand même. D'ailleurs, de façon assez amusante, je me permets une pointe d'ironie là-dessus, mais on a entendu beaucoup des discours du type, justement, quand on parlait de Future Sight, oh, Future Sight pour 5, c'est un tour à blanc, etc. Mais en parallèle, on va aussi entendre ça que Shurikai, recasté à l'infini, c'est trop fort, etc. Bon, c'est un peu la même problématique, quoi. C'est que ton Shurikai pour 6, il faut pouvoir assumer de le résoudre, quoi. Pour pouvoir faire un vieux loot et avoir une 1. Bon, on a fait mieux, quoi. Ouais. Mais en fait, à contrario de Desica, ton CA, tu le fais directement. Alors que Ezika, je trouvais ça plus faible parce que contre des jeux verts, tu peux te le faire péter très facilement. Il y a plein de créatures vertes qui pètent les enchantements directement. Il pète les Arthos tout autour, Là où ceci en dit. fait, sur Ikai, tu peux trouver la réponse en même temps lorsque la personne essaie de te le casser. Et je trouve que ça crée une dynamique un peu différente de Ezika qu'on connaissait jusqu'à présent. Je pense qu'en Plus effet, comme classique, tu hein. l'as dit, que c'est une meilleure carte, hein, Shurikai que Issika, hein, parce que Mm. l'idée, c'est d'être malin et de le jouer avec un mana open, comme ça tu fais du card advantage et tu fais du 2 pour 1 si ton adversaire te le casse. Mais par contre, bon, souvent tu es obligé de jouer ton Shurikai avec un ou deux mana up et c'est assez hypothétique qu'on a une réponse que tu fasses je pioche 2, ah tiens, je trouve ma Force of Will ou mon Mental Misstep. Ouais. Mais, euh, mais dans l'ensemble, ouais, t'as raison, c'est quand même une menace qui est, à mon sens, qui ressemble beaucoup à Issika et qui est plus performante. Et puis le Je voulais token, il est rebondir. vraiment pas anecdotique, hein. Ouais, tout à fait, Il ça a l'air bloque de rien, mais énormément ça de fait beaucoup de dégâts. choses. Ah, le token, je suis d'accord, il absorbe, hein, il absorbe beaucoup de dégâts, clairement. Les joueurs d'aggro à Sauveur Extend, et du coup, bah, les Vras, elles sont ultimes. Sur une note positive, IM, je trouve que le format duel commentaire c'est beaucoup réussi ces derniers mois. Euh, on le remarque même à Lyon, on a de plus en plus de joueurs de Legacy ou de Modern qui viennent. Ils sont un peu sevrés de tournois et le duel commentaire leur propose ça, donc c'est super cool. Donc c'est vraiment le bon moment pour profiter du format et de kiffer en faisant plein de tournois. Ah, mais complètement. Là, on a eu un retour d'une communauté, je crois, à Singapour qui s'est lancée.
Il y a une boutique qui trop bien. commence à en faire à Singapour. En tout cas, on a eu des retours de ça, ça commence à se lancer. Enfin, que ce soit en France ou à l'international, le format grossit vraiment. Je crois qu'on en avait parlé un petit peu pendant le dernier stream, mais je pense qu'il y a un effet évident tactique. C'est que le Wizard est en train effectivement de mettre la pédale douce sur le compétitif. Alors on peut espérer que ça change, mais en tout cas c'était un peu une dynamique actuelle. Que le Covid a tué beaucoup d'événements compétitifs. Et qu'en plus effectivement il y a la dynamique commerciale de Wizard qui ne plaît pas à tout le monde. Bah, en fait, il y a des vrais arguments qui font que le Duel Commander attire en fait. Et tout à l'heure, Thomas, tu parlais du podcaster mage. Bah, c'est assez amusant de voir que, en fait, beaucoup de joueurs, quand tu mets le pied dedans, histoire de voir, et puis en fait, tu repars plus, quoi. Je me rappelle, c'est Florent Trott qui m'avait dit ça quand on avait parlé justement de comment est-ce qu'il s'était lancé dans le format. Et ça m'avait marqué comme expression. Il disait, il y a plein de gens comme ça, ils viennent voir, ils disent, ouais, c'est rigolo, ils font une partie pour voir, et puis en fait, ils continuent de jouer. Puis en fait, ils continuent de s'intéresser, puis en fait, ils continuent de. Il y a quand même cet aspect communautaire, il marche quand même très très bien en Duel Commander. C'est que, Tout à fait. Et comme le disait, comme un peu tout à l'heure, Wanso disait qu'il trouvait ça dommage que le deck building soit de moins en moins présent, et j'abordais dans ce sens-là. Par contre, le Duel Commander, pour les bons joueurs, c'est aussi un des rares formats où on peut encore vraiment builder un deck depuis son chapeau et gagner un tournoi, alors que complètement, ça n'arrive jamais en construit. Avant un gros complètement. tournoi, il y a 5 decks qui existent, et peut-être il y a un petit deck sorti du chapeau qui va faire un résultat, mais il y a tellement de parties qui sont faites sur Internet que les decks sont Pas d'accord trouvés. avec toi. Complètement. En tout cas, en standard, notamment par exemple sur les championnats du monde et tout, à chaque fois, on observe des pépites qui n'avaient pas forcément vu le jour avant. Et après, en moderne Pas en Legacy, tellement. peut-être que c'est beaucoup moins vrai. Non, standard non plus, je pense pas que ce soit vrai. Par exemple, là, je fais un peu d'hors sujet, donc vous me dites si je déborde, mais on a eu Naya Rune qui était le meilleur deck du format, qui a eu des résultats moyens au dernier championship. Mais Naya Rune, Ouais. ça a eu des mauvais résultats parce qu'en fait, il y a des pros qui ont testé pendant des semaines et des semaines et qui ont trouvé comment battre le deck. L'environnement, le deck il fonctionnait toujours sur l'environnement MTG Arena. Par contre, sur l'environnement du Pro Tour, où les gens hyper préparés ont testé contre le jeu et ont trouvé comment le battre, bah, le deck était plus très bien parce qu'il y a eu un environnement énorme de game joué par des gens beaucoup plus forts que nous. Mais si on faisait pareil en Duel Commander, je pense qu'il y a des Ouais. nouveaux decks qui émergeraient et d'autres qui. Mais que vu qu'on fait pas assez ces parties-là, qu'il n'y a pas des tests assez sérieux, bah forcément, il y a des jeux qui sont inexplorés et qui ont encore plein de choses à prouver, ouais. Ouais. Comme il y a Alors, des TZ qui sortent toutes les semaines, il y a je, beaucoup de Ouais, choses à tester. Ouais. je pense qu'on pourra continuer la discussion dans 2 mois avec Yes, avec encore plaisir. plus de commandants parce que bien sûr Baldur's Gate va arriver avec encore du partenaire, la joie du comité de devoir regarder tout ça. Je pense que on pourra encore en parler et tout. On arrive à la fin de ce live, c'est pour ça évidemment que je me manifeste. DocFX avait proposé dans le chat de savoir si ça pouvait intéresser les gens que des membres du comité fassent des lives de temps en temps pour discuter avec le chat. Sans forcément que ce soit les soirs d'annonce. Vu qu'on essaie un petit peu, la question arrive un petit peu tard sur le live, mais je vous encourage à aller parler de ça. Du coup, sur le Discord du comité, c'est quand même là en tout cas que ce sera le plus vu par les membres, ou en MP évidemment à eux. Donc voilà, d'ici là. J'en profite également pour dire que déjà je vous remercie, à vous trois. C'était avec Ah, plaisir. merci. Désolé de Absolument. couper aussi court, mais je sens aussi, mais Non, je sens t'inquiète, on pourra aller très loin on a fait le tour. et on sort un petit peu beaucoup de la banlist quand même pour ce soir. Mais il y a toujours beaucoup de sujets à discuter sur le Duel Commander et sur le compétitif aussi en général. Voilà, en tout cas pour l'annonce, c'est terminé. On se rendra rendez-vous dans 2 mois. Est-ce que au moins Grimlune et peut-être Thomas, si tu veux et sera disponible, est-ce que vous voudrez revenir sur la chaîne à ce moment-là pour reparler de ça? Et Wanso qu'on verra s'il y a un Alors, autre change ou pas, hein, tu sais, comme d'hab. Ouais, bah bien sûr. pour ceux Ouais, qui tombent toujours le jour du notre change. Bah, moi, si, toujours si avec plaisir. les... Ouais, pareil, moi, si les joueurs ont envie de me voir discuter de tout ça, c'est avec grand plaisir. Et Wanso quand même, parce que même si tu viens pour des non-change, tu as quand même beaucoup de questions pertinentes pour Eh ben, discuter du merci, format. c'est un compliment, je le prends. De toute façon, nous on se revoit normalement assez vite, samedi je crois, pour le top 8. Oui, on se revoit samedi Vu, pour le topic du vu que tournoi. j'arrive pas à faire top 8, je vais essayer de les commenter à défaut. Ouais, quelquefois ça marche mieux, tu vois. C'est plus facile d'avoir une place à ce moment-là. Pour pour je vais dire le catalogue, mais non, le planning de la chaîne, ce sera donc demain soir le Duelist Club comme tous les mardis soirs à partir de 20h30. On va essayer de tenir l'horaire cette fois-ci. À partir de 20h30, vous pourrez voir un affrontement entre Tiama et Aminatou.
Voilà, joué par Domino et Eventwin. Voilà, j'annonce direct si vous voulez voir ces deux joueurs là jouer ou ces deux généraux jouer, hein, donc le dragon 5 couleurs ou la version. Alors attendez, faut pas que je dise de bêtises. Ou la version. Je crois que c'est la version Blink de Aminatou. Voilà, en tout cas, vous l'aurez demain soir à partir de 20h30. Et effectivement, nous aurons le live top 8 du coup, de notre tournoi Cocatrice, donc qui a vu 32 joueurs, si je dis pas de bêtises, sauf que toi tu y as participé, mais comme tu as dit, tu n'as pas atteint le top 8 désiré. Non, j'ai fait le reporter. Je me suis intéressé aux tables du fond pour voir quel format était joué à ces tables-là. C'était très instructif. Bah, écoute, tu pourras en parler à ce moment-là, tu auras une petite chronique de 5 minutes au début du live pour parler de ça. Du coup, le live commencera, je crois, à 19h. Je ne sais plus à quelle heure on a donné le live, c'était 19 ou 20h. Mais en tout cas, voilà, samedi prochain, donc vous avez un live. Donc, ce seront des replays cocatrices. Donc, voilà, les parties auront déjà été jouées. Mais voilà, on espère. Voilà, vous aurez un commentaire en tout cas avec OneSock et Domino au cast. Du coup, j'en profite pour faire ma pub. Toujours. Suivez-vous pour le fact. Le tournoi est dans 2 mois. Il sera à Lyon et ça sera super. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres tournois à lancer, Crimlune ou Thomas, que vous auriez Euh, Et on attend pour le évidemment mois d'avril? les Parisiens pour leur mettre une fessée comme il se doit. Ah bah, on essaie de C'était venir quoi dans la mesure du possible, hein. Ouais, moi j'en ai déjà fait 3 le mois dernier, mais je suis chaud pour continuer, donc si je peux, je le ferai. Enfin, si on peut monter une voiture comité, ça peut être rigolo. La voiture Une de voiture la win. sponsor, tu sais, t'auras marqué un Exactement. énorme comité sur la bagnole. Ouais, c'est ça. En plus, on a une Ah, règle à non. Lyon, c'est que dès que quelqu'un bat un joueur du comité, il a une bière offerte. Ah Donc oui, voilà, c'est un vrai, il y argument a de plus ça pour aussi. venir. J'espère que vous tenez bien l'alcool avec moi. Ça, c'est pas parti pour. Je remets dans le chat évidemment les divers liens de la soirée, donc que sont le Discord et site du comité, le Discord évidemment de la chaîne YouTube si vous voulez suivre les vidéos et le replay si vous êtes arrivé trop tard pour ce soir et que vous voulez souhaiter voir la suite, soit deux possibilités, soit vous avez un Prime ou un abonnement et que vous ne savez pas quoi en faire et vous voulez soutenir la chaîne d'une certaine manière, et ben voilà, vous pouvez utiliser, vous avez accès pendant au moins un mois jusqu'à ce que vous changez d'avis aux toutes les vidéos du Twitch. Et sinon, si vous n'êtes pas si pressé que ça et vous souhaitez attendre, vous pouvez toujours venir sur YouTube à partir de 17h30 mercredi prochain, mercredi qui vient dans 2 jours, et vous aurez le replay de cette entièrement dans de ce live, de cette annonce. Et voilà. Et puis n'hésitez pas évidemment à venir sur Twitter plus simplement. Ça vous permettra de savoir à quel moment j'arrive chez moi et je lance le live plutôt que d'attendre désespérément devant la page Twitch, qu'il faudra en plus reflash. Merci encore une fois, Crimlune, Thomas, OneSock. C'était un plaisir. Absolument. Des bisous. Ça va partager. Bisous à tous. Et du coup, demain soir pour une nouvelle vidéo sur le bazar du grenier. Je fais de la promo pour des autres maintenant. Une nouvelle vidéo sur un nouveau live pour les chroniques du Commander. Et à dans 2 mois pour une nouvelle annonce. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao. Bisous, bisous.